C'est l'heure de notre sondage IFOP fiducial comme tous les jours pendant cette campagne, sauf qu'aujourd'hui c'est le dernier, bien évidemment, dernière livraison de ce sondage. On vous a donné tous les jours depuis le début de ces vagues et c'est le dernier parce que ce soir c'est la fin de la campagne, d'où l'importance de ces chiffres et du rapport de force entre les deux adversaires après 15 jours de campagne d'entre-deux tours. Frédéric Dabi est avec moi, évidemment. Je vous présente les débatteurs dans une seconde, le temps de vous donner le résultat. Et Frédéric, on est sur un rapport de 55% pour Emmanuel Macron, 45% pour Marine Le Pen, c'est-à-dire légèrement plus resserré qu'hier. Oui, c'est la première fois depuis cette campagne d'entre-deux tours, Bénédicte, qu'on a un très léger resserrement, 55-45, c'était 55,5, 44,5 hier. Il y a quand même 10 points d'écart. Si on extrapole à partir de notre taux d'abstention qui est élevé, qui va être plus élevé qu'au premier tour, comme en 2017, mais on va en parler, ça serait 3,5 millions de voix d'avance pour Emmanuel Macron, sans compter ces bulletins blancs et nuls qui seront sans doute nombreux. Mais qu'est-ce que montre cette stabilité depuis mercredi? C'est qu'il n'y a pas eu d'effet débat. C'est-à-dire le schéma de 2017 où Marine Le Pen s'était véritablement effondrée. Elle avait perdu 1 point post-débat, puis 2 points pour finir à un score de 34%, c'est-à-dire 6 points de moins que ce que nous mesurions dans le rolling de 2017 du jour du débat, n'a pas lieu. Il semble que le débat a été, comme la plupart des débats de la Ve République, un jeu à somme nulle qui a seulement servi à renforcer la conviction d'une partie des électeurs. On va voir sur les différents reports, mais en tout cas, avantage net pour Emmanuel Macron, mais ce n'est pas l'écrasement qu'on avait observé il y a maintenant 5 ans. Alors on va regarder les différents indicateurs évidemment dans une seconde. D'abord, je vous présente donc ce plateau avec Damien Fleureau que je salue. Ça va Damien? Très bien. Oui, Arlette Chabot est là Bonjour. également, ma chère Arlette. Ça va bien, je vous remercie. Roland Quérol. Vous devriez me demander. Ça va Arlette? Oui, ça va, je vous remercie. Roland Quérol, toujours en pleine forme. Et je sais que Valérie Nataf va bien également. Ça commence bien, dis donc. Alors tiens, moi ça va bien, merci. Je vais commencer avec vous Arlette, tiens. Frédéric Dabi disait à l'instant, il n'y a pas eu d'effet débat pour Marine Le Pen qui s'était effondrée la dernière fois. Il n'y a pas d'effet débat non plus pour Emmanuel Macron, manifestement. Oui, c'est assez stable. Alors effectivement, un demi-point, il faut encore... l'incertitude, elle est pas là. L'incertitude, elle est dans la mobilisation, ceux qui hésitent et qui vont finalement aller voter, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont aller voter et qui finalement ne sont pas sûrs. Donc je pense que c'est ça. Il faut rappeler dimanche particulier, vacances scolaires, donc partout sur la France. Donc beaucoup de procurations. À la dernière minute aussi, les Français qui avaient envie de voter ont pris leurs précautions. Mais je pense que ce qui peut faire bouger, alors je ne sais pas si il peut y avoir un retournement de situation, il y a une tendance qui donne quand même un avantage certain à l'un des deux, mais ce qui peut faire beaucoup bouger, c'est encore une fois ceux qui diront c'est plié, c'est pas la peine d'y aller, et ça peut être néfaste pour Emmanuel Macron. Ça peut être néfaste aussi pour Marine Le Pen. Ceux qui disent j'hésite, je ne sais pas, et donc je m'abstiens et je ne choisis pas. Donc tout ça fait qu'il y a quand même du flou, évidemment, sur le résultat. Est-ce qu'on peut imaginer, Roland Quérol, je me tourne vers vous puisque vous étudiez l'opinion vous aussi, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait du j'hésite entre les deux, je ne sais pas, ou plutôt du j'hésite entre l'abstention et Emmanuel Macron ou j'hésite entre l'abstention et Marine Le Pen, ce qui paraîtrait quand même Les deux sont franchement possibles. Ouais. Moi, je crois, quand on regarde des chiffres comme ça, et la convergence des instituts de sondage qui travaillent sur l'ensemble du pays depuis 2 semaines, il ne faut jamais dire qu'une élection est finie. Il faut toujours dire jusqu'au dernier moment, il peut se passer un accident industriel, et c'est vrai, ça peut arriver. Mais enfin, si les sondages ne se trompent pas tous lourdement, on peut dire que c'est pas possible de rattraper autant de points en quelques jours et on est là devant un super favori. Alors, si on essaye en effet de dire qu'est-ce qui peut quand même changer un petit peu la donne, ce qu'a commencé à faire Arlette, très bien, oui, c'est d'abord l'abstention. Il y a des gens qui peuvent se dire, en regardant ces chiffres, j'allais voter Macron, mais au fond, je n'étais pas un enthousiaste de Macron. C'est pas la peine que j'aille lui donner ma voix, les choses sont faites. Vous pouvez avoir aussi un sursaut en face de gens qui disent mais c'est pas possible, ils se plantent, ils m'ont pas pris en compte, j'y vais. Et ça peut être bon pour Marine Le Pen. Bref, tous les petits mouvements de dernière minute sont possibles et il y en aura. Mais enfin,
je crois qu'on peut dire, c'est pas débat ou pas débat seulement, c'est qu'elle n'a pas fait une très bonne campagne de second tour, Marine Le Pen. On l'a dit ici plusieurs fois, elle s'est évertuée à faire cette espèce de campagne tranquillou, souriante, gommant les aspérités. Elle a voulu montrer sa proximité, oui, mais elle n'est pas candidate à une belle fonction d'assistante sociale. Elle est candidate à la présidence de la République. Et ça, je trouve qu'elle n'a pas amélioré sa présidentialité. C'était, on le savait, son défaut principal dans la cuirasse, et on n'a pas le sentiment que ça ait changé dans ce second tour. C'est ça qui est probablement le plus embêtant pour elle. Et est-ce que lui a, au contraire, fait une belle campagne, je vais me tourner vers vous, Valérie Nataf, courte donc, puisqu'une campagne uniquement d'entre-deux tours, mais belle campagne, à contrario? Alors en tout cas, la campagne, les deux étaient à front renversé. Elle a fait une très longue campagne. Nos camarades de l'opinion ont calculé 380 jours de campagne pour Marine Le Pen, 51 jours pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a donc fait une campagne commando. Dès le lendemain du premier tour, il était sur le terrain, dans des terres qui lui sont plutôt hostiles, le Nord, ensuite il est allé dans l'Est, ensuite il est allé au Havre, etc. On l'a beaucoup vu, il était interpellé, parfois de manière très rugueuse, très vive, mais cette capacité qu'il avait à aller au-devant de gens qui ne lui étaient pas favorables, me semble-t-il, lui a été plutôt crédité. Et ensuite, il y a eu, en miroir, les fautes que vient de décrire Roland sur Marine Le Pen, les deux conférences de presse, etc. Et j'y rajouterais, si Roland me le permet, le dernier meeting de Marine Le Pen hier, où tout d'un coup, c'était plus du tout la sérénité et la candidate qui était là pour défendre les petits et les sans grade. On a vu revenir quelqu'un qui cognait à bras raccourcis sur le candidat. C'était plus du tout, elle était très vindicative, ce n'était plus du tout la même candidate que celle qu'on avait pu voir avant le premier tour. Non, oui, c'est vrai que c'était peut-être un effet de rattrapage par rapport au débat d'entre-deux tours, où clairement, elle a retenu ses coups. Il y a eu quelques moments très précis dans le débat. Je retiens celui sur les retraites, où elle aurait pu attaquer directement Emmanuel Macron et envoyer des signaux à l'électorat mélenchoniste sur sa suppression des critères de pénibilité au début du quinquennat. Elle a clairement retenu ses coups. Elle avait été bonne sur la forme. Elle a été plutôt forte sur les constats, et c'est son grand point fort. Ça reflète sa connaissance des préoccupations du pays, mais elle n'a absolument pas, et comme le dit Roland Quérol, amélioré sa présidentialité, sa capacité à occuper la fonction et à ce que les Français lui donnent les clés de la Maison France. Alors, ce que disait Valérie à l'instant au sujet du fait que depuis le lendemain de débat, Marine Le Pen avait retrouvé un peu vous disiez que ça avait été costaud hier dans son discours, par exemple, qu'elle avait tapé dur sur Emmanuel Macron. Exemple, on vous a préparé un petit ping-pong entre les deux pour que on puisse se rendre compte effectivement de ce changement de ton chez Marine Le Pen notamment. Tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes pour les Français. J'ai compris que c'était un argument politique. Mais il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter. Moi, j'ai toujours considéré que discuter avec les Français, c'était pas des discussions qui étaient à mépriser. Et en descendant de l'Olympe, pour pouvoir, en réalité, plutôt que de présenter son projet, insulter gravement son adversaire. Mais parce que c'est leur seul argument. Si je l'étais, si j'aimais pas les gens, croyez-vous que j'irais au contact chaque jour? Et y compris, moi, je vais pas au contact que de supporters, comme vous le voyez. Bon. Damien, l'arrogance, tous ces mots-là sont évidemment intervenus après le discours, après le débat d'entre-deux tours, pardon. Jusqu'à présent, c'était une campagne un peu avec un élastique, quoi. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle attaquait pas vraiment, elle déroulait son... Oui, parce qu'elle avait besoin de construire une image, une stature d'une femme d'État. Ça fait partie de sa stratégie de communication, d'affichage, de se présidentialiser face à Emmanuel Macron, un candidat en responsabilité, donc qui n'a pas de sujet à ce niveau-là. Donc Marine Le Pen a fait attention. Pendant toute la campagne de premier tour, elle avait par ailleurs sur sa droite Éric Zemmour, qui du coup était le candidat beaucoup plus radical qu'elle. Donc elle n'a pas cherché à faire cette course à la radicalité, cette course à l'extrême droite. Ce qu'elle fait hier lors de son meeting à Arras, par contre, une ouverture effectivement franche et radicale dans les derniers instants. Emmanuel Macron, lui, c'était
tout autre chose. Aujourd'hui, on l'a vu sur ce déplacement à Figeac, des terres de gauche, ce matin sur une radio du service public où il va aller parler à un électorat, par exemple les enseignants, les catégories peut-être plus populaires aussi, quand cet après-midi, il s'adresse à ces Français qui vivent dans les territoires ruraux, il parle d'aménagement de services publics, de maisons de services publics, il annonce aussi la création de gendarmerie. Donc on voit bien le changement de ton, l'axe pris dans les derniers instants de cette campagne, une ouverture sur sa gauche, parce qu'il n'y a peut-être plus de réserve de voix à aller chercher du côté du Parti Les Républicains. Le résultat du premier tour a été très clair pour lui. Donc voilà, c'était l'axe de campagne d'Emmanuel Macron, ces terres très symboliques du sud de la France. Figeac, c'est vrai que c'est le Tarn, c'est ça. Alors, le Lot, c'est dans le Lot. Justement, on va rester sur Emmanuel Macron pour essayer de décortiquer tout ça. Là, je vais avoir besoin de vous aussi, Frédéric, sur les reports de voix, comme les évoquait Damien. Effectivement, ça a plutôt bien marché pour les reports de voix de gauche durant cet entre-deux tours, finalement. Il avait été élu avec des voix de gauche en 2017, ça pourrait être la même chose cette fois-ci. Oui, en tout cas, c'est vrai que, par exemple, l'électorat écologiste, on a vu une montée progressive à partir du meeting de Marseille, même s'il y a un recul aujourd'hui de quelques points, mais on est sur, il faut le rappeler, même si nous sommes sur 3000 personnes, on est sur des petits échantillons compte tenu du score de Yannick Jadot, et on n'a jamais présenté depuis le début de cette campagne d'entre-deux tours les reports Roussel et Hidalgo, puisque la marge d'erreur est trop importante, même si quand je les regarde, c'est un électorat qui va quand même majoritairement, un peu au niveau de Yannick Jadot, sur le vote Macron. Même le vote Mélenchon. Oui, le vote Mélenchon, c'est vrai qu'on est loin de ce qu'on mesurait le dernier jour du rolling de 2017, où il y avait une majorité d'électeurs Mélenchon qui choisissaient Emmanuel Macron, 52%. Il y en avait moins de 10%, 9% de mémoire pour Marine Le Pen, et le reste dans l'abstention. On voit quand même si ça s'est un peu dégonflé, que le premier comportement des électeurs Mélenchon reste l'abstention. On ne parle pas des blancs et nuls. Rappelez-vous, en 2017, 3 millions de votes blancs, 1 million de votes nuls, avec sans doute, un record qui pourrait être battu en 2017, alors même que Jean-Luc Mélenchon a été plus clair qu'en 2017. Est-ce que, Arlette, ces 2 dernières années, avec la crise du Covid et la gestion par le gouvernement de la crise du Covid, tout ça aura ramené des voix de gauche? Parce que c'était clairement une politique de gauche qui a été faite par Emmanuel Macron. Quoi qu'il en coûte, oui. Est-ce que ça leur a porté politique de gauche, mais le risque d'Emmanuel Macron, évidemment, il revient toujours à la même proposition, celle du recul de l'âge de départ à la retraite. 65 ans, c'est quelque chose qui, pour un électorat de gauche qui s'est déjà mobilisé en partie, vous vous souvenez au début du quinquennat, puisqu'au fond, c'est l'épidémie de Covid qui a stoppé la discussion du projet de loi sur les retraites, après un 49-3, pour être tout à fait précis, à l'Assemblée nationale, confinement, et le projet a été enterré, même si le gouvernement avait envisagé à plusieurs reprises de le reprendre, de le remettre sur la table, parce que ça pouvait être un acquis pour Emmanuel Macron, président, face à la droite. Donc la retraite s'est mise de côté, le projet n'a plus rien à voir avec celui qui avait été discuté. Donc pour lui, c'est ça la difficulté. La vraie mesure de gauche qu'il a mise sur la table, il y a évidemment l'augmentation des salaires, les rémunérations des soignants, des profs. Il y a le versement à la source des allocations sociales. Ça, c'est effectivement une mesure de gauche. Donc là, il faut qu'il lance, effectivement, qu'il regarde de ce côté. Mais on voit bien pour l'instant que ça reste quand même un point dur. Et des électeurs de gauche aussi n'ont pas oublié la réforme de l'assurance chômage. Donc il y a quand même un tout petit peu... un tout petit peu de difficulté à les récupérer vite et facilement. Simplement pour illustrer ce que vient de dire Arlette Chabot, notre dernière vague révèle qu'auprès des salariés du secteur privé, symboliquement, c'est limite du 50-50, 51 Marine Le Pen, 49 Emmanuel Macron. Ce salariat reçoit de plein fouet la question du pouvoir d'achat et bien sûr la question du report de l'âge de départ à la retraite. Non, et on aura bien, juste d'un mot retenu dans son discours aujourd'hui de Figeac, le mot de la planification qu'il a déjà lourdement utilisé et répété lors de son discours de Marseille, mais il est revenu à ce sujet-là, planifier les grandes transitions, a dit Emmanuel Macron, à la fois les transitions écologiques, mais aussi il a parlé de planification territoriale. Enfin voilà, c'est vraiment le mot de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, le terme de planification. Mais ça veut dire aussi, il a parlé aussi des jours heureux, pour faire un petit clin d'œil
à Fabien Roussel. Ça veut dire aussi quand même, Roland Quérol, que employer cette expression que tout le monde a employée cette semaine, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois, c'est que Emmanuel Macron, il va falloir, si effectivement il est allé chercher des voix à gauche, il va falloir qu'il fasse un coucou aux électeurs de... S'il est élu, qu'il fasse un coucou aux électeurs de gauche quand même pendant son mandat. C'est-à-dire que la dernière fois, certains se sont sentis un peu blousés en disant moi j'ai voté pour lui, et puis en fait il est parti directement à droite toute, quoi. Oui, il a été élu la dernière fois par des voix et de gauche et de droite et du centre. Il va être élu cette fois-ci, puisque tout semble dire qu'il devrait l'être, par des voix et de gauche et de droite et du centre. Et il va être celui qui rassemblera le plus dans toutes les catégories sociales par rapport à la candidate qu'il a en face de lui. Donc c'est quand même aussi des atouts pour gérer un pays. Vous savez, vous dites le quoi qu'il en coûte, ça ne lui a pas rapporté. Mais non, évidemment. Les gens qui ont bénéficié du quoi qu'il en coûte, ils pensent que c'est l'État qui leur a fait ça et que l'État a fait son devoir. Ça n'a rien à voir avec la gestion politique du pays. Alors que la retraite, c'est lui. C'est lui. Et la retraite, je le rappelle, de 1950 à 1981, dans tous les sondages, la revendication première des Français, pendant 30 ans, ça a été la retraite à 60 ans. Ça a vraiment structuré les attentes de la société française, qui en dit d'ailleurs beaucoup sur leur relation à leur travail, et à l'insatisfaction profonde. Et donc le seul qui défendait dans cette campagne de premier tour la retraite à 60 ans, des candidats, si j'enlève les candidats trotskistes, c'est Mélenchon. Mélenchon, lui, il est resté là-dessus. Et ça, c'est le marqueur, s'il y en a un, de ce qu'a été la culture de gauche depuis 1945. Et c'est pour ça que même dans le Lot, tiens, où le président était aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de mélenchonistes d'habitude. Là, ils ont fait des scores formidables, parce que des gens qui sont d'habitude socialistes ou radicaux, ils ont voté Mélenchon parce que c'est le marqueur de gauche. Là, ils étaient en deuxième position, je crois. C'est ça. 26,8 pour eux et 28,1 pour Emmanuel Macron. Énorme. Voilà, c'est énorme pour le Lot. Et voilà, mais c'est probablement aussi le genre de département dans lesquels le fait de revenir au bercail Macron sera plus facile que dans certains départements du Midi. Ouais. C'est ça aussi la France. Alors, évidemment, l'inconnu, la grosse inconnue, c'est la participation. On l'a donné tout à l'heure. Alors, vous dites, on est légèrement au-dessus du premier tour. Oui. Vous prévoyez 74,5. Il faut faire attention. 74,5, donc 25,5 d'abstention. Ça paraît, sur le papier, pas si élevé que ça. Mais nos enquêtes sont faites en France métropolitaine. Ah. Donc, si on ajoute, quand on regarde le delta premier tour, on a eu 2,5 points de surabstention dans les départements d'outre-mer, où Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score, et donc ces électeurs ultramarins vont se dire à quoi bon, comme vous le disiez Roland, aller voter. On peut être sur une abstention de 28%, donc 2 points à 2,5 points de plus que il y a 15 jours. Et donc le schéma qui a été mis en place en 2017, c'est-à-dire pour la première fois, je mets de côté la présidentielle de 69 de côté, on aurait moins voté au second tour qu'au premier tour, à toutes les chances, les risques, les probabilités de se produire. Alors, 2017, d'où évidemment le petit coup de stress des candidats, et notamment de Marine Le Pen, sur le fait que les Français se déplacent ou non dimanche. Elle a lancé d'ailleurs un appel au vote, Marine Le Pen. Écoutez. Mais la question n'est pas là. La question qui est très importante, c'est qu'il faut que chacun conçoive que dimanche, il y a un choix fondamental. Et que ce choix, il est entre les mains des Français. Je l'ai dit pendant toute la campagne, si le peuple vote, le peuple gagne. Si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France. Puisqu'il a voulu faire de cette élection un référendum, eh bien la question, elle est celle-là. Macron ou la France ? Ça veut dire qu'on vote avec sa raison, parce que le projet que je présente est un projet qui est le plus efficace, le plus performant, pour assurer en même temps la sécurité sociale, mais aussi la sécurité physique des Français. Et on vote avec son cœur, parce qu'on aime son pays. Voilà, parce qu'on veut qu'il redevienne une grande nation, parce qu'on veut préserver sa culture, sa langue, son histoire, son influence dans le monde, ce génie français qui fait qu'on n'est pas une nation tout à fait comme les autres. Alors ça, c'est l'argument de Marine Le Pen qui effectivement souhaite que les électeurs soient les plus nombreux possibles à aller voter. Du point de vue d'Emmanuel Macron, Damien Fleureau, il y a ce risque
que soulevait tout à l'heure Roland Quérol, c'est que quand il y a du risque, ça mobilise les électeurs. Quand il n'y a pas de risque, ça démobilise. Oui, une petite démobilisation, effectivement, c'est la crainte. Donc, du coup, c'est le travail du candidat d'haranguer ses militants, des militants d'aller sur le terrain. Encore quelques heures, puisque la campagne s'arrête à minuit. On envoie les derniers messages sur les réseaux, dans les boucles, pour inciter les gens à aller voter. Il y a eu un gros travail aussi fait du côté de l'équipe du candidat d'Emmanuel Macron sur les procurations, d'aller chercher un maximum de procurations. Et puis un message très simple, on l'a entendu encore une fois lors de son discours à Figeac, Emmanuel Macron, il a conclu par ces mots, c'est effectivement ce second tour un référendum pour ou contre l'Europe. Il serait le candidat de l'Europe, Emmanuel Macron. Le référendum aussi pour ou contre une république laïque et indivisible. Il serait celui qui défend cette république laïque et indivisible. Juste un petit point, Frédéric, sur les raisons pour lesquelles les gens ne vont pas voter. Ceux qui décident de s'abstenir. C'est d'ailleurs les 4 premières raisons qui sont vraiment à touche-touche les unes avec les autres, sont assez édifiantes de ce qu'on dit de la confiance dans les institutions et la confiance dans la politique. Oui, alors c'est vrai qu'on retrouve comme au premier tour une logique que j'appelle de vanité du vote. Voter c'est vain, à quoi bon voter, puisqu'on a cette élection ne change rien à la situation de la France, elle ne change rien à la situation du pays, mais c'était en tête la dernière fois. Là, il y a des raisons plus conjoncturelles. Quand on dit « aucun candidat ne défend ou représente mes idées », bien sûr, ce sont des électeurs dont leur candidat a été éliminé au soir du premier tour et qui ne se retrouvent pas dans ce second tour, Mélenchon-Le Pen, et un vote de mécontentement également lié à l'offre électorale. On avait un intérêt faible au premier tour, jamais aussi faible dans une élection présidentielle, mais finalement l'abstention n'a pas été si catastrophique que ça parce qu'il y avait cet intérêt à voter pour des candidats. Là, la campagne était quand même plus soutenue, les indicateurs d'intérêt ont été nettement meilleurs, il y a une quinzaine de points de plus, mais le problème, c'est pas l'intérêt, c'est pas la campagne, c'est l'offre électorale qui déçoit. Il y a une chose que je vois pour manifester mon mécontentement à l'égard du président de la République et du gouvernement, on est à 39%. Donc c'est quand même... quand on parlait de référendum anti-Macron ou pour la France, enfin c'était... C'était en 2012 la première raison du vote anti-Sarkozy et du non-vote à l'élection présidentielle. Sauf que ce n'était pas le président sortant. Et bien sûr, c'est ça qui est intéressant aussi. Pour continuer sur Emmanuel Macron, il y a un autre indicateur hebdomadaire que vous publiez sur le pronostic et le souhait de victoire. Peut-être on va commencer avec le pronostic. Oui. On est sur un rapport de 60 pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle est à 18, on le voit là. Emmanuel Macron, plus 5. Ça rejoint encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, et alors, il manque un chiffre que je trouve très intéressant, c'est que cette question, on l'avait bien sûr posée le dernier vendredi avant le second tour de 2017. On était à 2 points près, quasiment, dans ce rapport-là. Ça montre que malgré tous ces efforts, malgré toute cette campagne, malgré ces 350 jours dont vous parlez, Valérie, les choses changent peu sur, j'aime pas le terme de plafond de verre, mais ce mur sociologique, sociodémographique, les personnes âgées, les cadres supérieurs, les personnes diplômées, qui ne croient pas à une victoire de Marine Le Pen. Mais même dans son électorat de premier tour, il y a plus d'un tiers qui considère que Macron va gagner. Mais Arlette Chabot, ça veut donc dire, quand on regarde ça, que finalement, il a bien fait de faire une campagne à minima, Emmanuel Macron, juste 15 jours, resserré, concentré, pas de débat avant. D'abord, il avait une bonne raison de ne pas entrer dans la campagne. Non, mais c'est pas négligeable. Je veux dire, le conflit, la guerre en Ukraine, elle ne s'est pas réglée en 8 jours. On ne s'est pas dit, tiens, voilà, elle a sorti, il l'utilise pour se défiler. Il y a une actualité aussi forte qu'elle exigeait effectivement qu'il soit concentré. En plus, on sait toujours, et on imaginait bien qu'un président sortant rentre le plus tard possible, donc lui avait une très bonne raison de le faire. Ça évite de parler de son bilan. Et après, il a mis le turbo pour le second tour, sachant quand même qu'il avait assez peu de doutes sur sa qualification pour le second tour. Il était plutôt habile de sa part de laisser l'extrême droite se battre entre les deux candidats, la droite essayer de faire bonne figure face à l'extrême droite et face à la tentation qu'il représentait. Quant à la gauche, pendant toute la campagne, je mets Jean-Luc Mélenchon de côté, elle n'a cessé de s'étriper et de s'insulter jusqu'à ce vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y avait pas de raison vraiment de se presser, et on a bien vu, puisqu'on en parlait tout à l'heure de cette campagne du second tour, que lui est entré très très vite en campagne, en mettant un gros turbo, en se démultipliant, tandis que Marine Le Pen, elle, pensait qu'elle avait sans doute un peu de temps et tranquillement, et elle n'a pas réussi cette deuxième partie de campagne.
C'est vrai que Marine Le Pen, quand on revient au lundi, au lendemain du premier tour, souvenez-vous, on était ensemble, Valérie, sur ce plateau, où Emmanuel Macron a organisé, enfin il était en déplacement, je ne sais même plus où d'ailleurs, j'ai oublié. À Denain. Oui, c'est ça, à Denain dans l'Eure. Et en fait, on a vu qu'il y avait derrière un deuxième déplacement qui s'était, enfin un déplacement pour la candidate du Rassemblement national qui s'était organisé un peu dans la précipitation. Oui, c'est ce qui s'est joué lors de ce second tour, c'est peut-être la certitude pour Marine Le Pen que, comme elle avait fait une campagne que d'aucuns avaient jugée très bonne, etc., et qu'elle était qualifiée avec un très bon score, elle s'est peut-être un peu reposée sur ses lauriers d'une certaine manière. Et elle s'est retrouvée, à son corps défendant, peut-être dans la position de la favorite, alors que Emmanuel Macron a, lui, choisi d'être le challenger. Pendant tout le second tour, il s'est comporté, il s'est démultiplié comme un challenger, comme si la victoire promise par les sondages, on verra ce qu'il en sera dimanche, lui était promise. Il sourit, Roland Quérol, parce que vous prenez beaucoup de précautions. Je vois bien que vous souriez. Mais ceci dit, la stratégie d'outsider, c'est vrai que c'est... Oui, et je voudrais ajouter une chose sur l'abstention, parce que c'est en effet un des grands enjeux de dimanche prochain, sur l'extrait que vous avez montré de Marine Le Pen à l'instant, parce qu'il me semble qu'elle dit une chose tout à fait choquante et une chose tout à fait juste. Ce que je trouve choquant, pour le vieux démocrate républicain que je suis, c'est de dire que c'est Le Pen c'est la France contre Macron. Voilà, c'est les électeurs qui sont la France. Dire qu'on est soi-même la France, c'est une dérive qu'a eu par moments la droite française, mais c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Comme si Macron était lui-même l'anti-France. C'est ça, l'anti-France. Ouais. En revanche, là où elle a raison, c'est de dire que ça vaut le coup d'y aller, parce qu'on a rarement eu, moi je dirais probablement jamais sous la Ve République, un débat aussi tranché, des options aussi tranchées, des candidats qui ont des projets de société et de vision aussi clairement différents. Et même jouer l'indifférence par rapport à ça, en effet, ce serait à mon avis dommage pour la République, si je peux employer un grand mot, parce que l'enjeu est fort et il est clair.